Bienvenue dans PAF, et comme on a énormément de sujets à traiter, on va aller très vite. On va parler naturellement d'Air France, on va parler aussi de Nadine Morano et de Michel Platini, qui sont au centre de l'actualité. Et pour en parler, Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. De l'Université de Versailles-Saint-Quentin, toujours professeur de droit public, Toujours. notamment. Félicité Nguijol, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous avez passé une bonne quinzaine, une bonne semaine? Bah, plutôt agréable, oui. Plutôt agréable. Alors, vous étiez la nouvelle venue, mais il y a plus nouveau que vous aujourd'hui. C'est Laurent Garin. Bonjour. Vous êtes libraire, vous êtes libraire à la librairie du Canal. À deux pas d'ici. Oui, À deux pas d'ici, donc vous n'êtes pas venu de très loin, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes en pleine forme. Et on va pouvoir parler avec vous de Svetlana Alexievitch, qui est le prix Nobel de littérature. Prix Nobel de littérature que je crois que vous avez lu aussi, Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Bonjour. Toujours avocate au barreau de Versailles. Toujours. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Éditeur. Peut-être un mot, oui. Pourquoi on ne dirait pas un mot? Puisque vous connaissez généralement les prix Nobel de littérature, quand ils arrivent, quand le nom arrive, tout le monde est effrayé parce que personne ne les a jamais lus, sauf l'année dernière évidemment. Ce qui est rassurant, c'est pour Fleur Pellerin, parce que Oui. personne ne lui reprochera de ne pas l'avoir lu, quoi. Donc c'est pas honteux si elle ne l'a pas lu. Ouais. Voilà. C'est pas une bonne nouvelle, en tout cas pour Poutine, visiblement, ce prix Nobel de littérature. Mais oui. Elle est quand même connue en France parce qu'elle a eu le prix Médicis de l'essai en 2013. Ouais. Donc c'est pas une inconnue pour nous. Enfin, la fin de l'Homme Rouge était quand même un très bon bouquin à l'époque qui avait quand même marqué l'année 2013. Donc non, cette fois-ci on connaissait un peu quand même avant de découvrir son nom. Alors, elle a une technique de travail assez particulière qui est de prendre beaucoup de renseignements et de témoignages. Hein. Et de faire des petits récits tout à côté de ses commentaires et ses tranches de vie en fait qu'elle va prendre, qu'elle va picorer un peu partout dans la population. Le roman que vous conseillez, c'est La fin de l'Homme Rouge? Oui, pour ma part, oui. C'est ça. D'accord. Qui est très lisible en plus et qui est très bien écrit, vraiment, qui est accessible et très bien fait. Florence Mercadet, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que voilà, j'ai lu que ce livre. Ah bah oui, tout à fait. Tout à fait. Jean-Charles? Moi, c'est d'accord bien. pour l'éditer? Oui, voilà. Si elle veut changer d'éditeur, il n'y a pas de souci. Mais je reconnais que je n'ai jamais lu encore. Ah d'accord. Donc je ne sais pas, mais je fais confiance et je vais lire. Donc procurez-vous la fin de l'Homme Rouge, notamment, enfin qui est un de ces romans les plus connus, et qui donne, quand je disais c'est pas une très bonne nouvelle pour Poutine, c'est vrai que c'est une des critiques fortes du régime actuel, et qu'elle considère comme n'ayant rien à envier au tsar d'autrefois, ou du moins aux dirigeants de l'URSS d'autrefois. Je l'ai dit, on ne sent pas Poutine vaciller sur ses bases depuis ce matin non plus. Donc on n'est pas super inquiet pour Poutine à cause de ça. On n'est pas super inquiet. On sait aussi que le prix Nobel a souvent des relents aussi politiques. Enfin, derrière les choix, il y a parfois aussi des choix politiques. Grand chose. Le prix Nobel décerné aux Chinois n'a rien changé en Chine. Le prix Nobel, voilà, c'est un coup d'éclairage qui est indispensable et qui est vraiment très très bien, qu'il faut saluer et apprécier. Mais c'est vrai que je ne pense pas que Poutine soit particulièrement embêté aujourd'hui. Non, mais je veux dire par là que ça en effet, ça couronne quelqu'un qui était plutôt opposé à Poutine. Et, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, au fond, qui parlent comme ça. Mais je ne sais pas où habite-t-elle. En Biélorussie, je crois toujours. Hein. Ah oui, d'accord. Je crois qu'elle est toujours. Je crois qu'elle a dû s'exiler. J'ai vu que le patron le président biélorusse lui a envoyé un message de sincères félicitations, alors qu'elle l'assassine en permanence et qu'il a interdit ses bouquins en Biélorussie. Poroshenko est bien pire que Poutine. Oui, voilà, non, mais c'est le Biélorusse, un État stalinien de la pire espèce. Et il a interdit. On trouve aucun de ses livres en Bélarus, et il lui envoie ce matin un truc en disant je vous félicite sincèrement. Le sincèrement est assez sympa. C'est bien, non, mais parce que oui, il en profite au fond. Hein. La petite anecdote quand même, c'est que son éditeur français a publié un livre, son dernier roman, il y a 3 jours en fait, avant son prix Nobel. Donc, il y a un livre, et un livre qui est arrivé là, c'est Actes Sud. C'est Actes Sud. Ouais. Ah oui, le livre est arrivé il y a 3 jours en librairie et le prix Nobel est tombé hier, donc voilà, c'est ça tombe bien. Voilà, bravo. Bravo. Vous n'avez pas un livre de Michel Platini Non, pas encore. Pas encore. Qui veut parler voilà, Michel Platini qui est rattrapé, semble-t-il, par les affaires. Alors, on ne sait pas si c'est une affaire dans laquelle il a trempé ou si c'est une affaire qui a été lancée comme une boule puante, mais en tout cas, sa candidature est plombée.
Ça paraît un peu compromis, parce que c'est vrai que quel que soit, enfin après je pense que Florence ou Stéphane, d'un point de vue purement juridique, ont un avis bien éclairant sûrement, mais c'est vrai que c'est quand même curieux d'avoir accepté cette somme qui est quand même assez astronomique. Enfin, on parle de près de 2 millions d'euros versés après des années après que le boulot ait été effectué dans des conditions. Le boulot n'a pas réussi, surtout parce qu'il devait il devait trouver un accord entre tous les calendriers de tous les continents sur le football, ce qui est absolument impossible. Donc il n'a pas réussi. Voilà. Donc mais bon, il a essayé. Donc ça, c'est sûr. Mais moi, le commentaire que ça appelle, je trouve que c'est l'esprit de bande, et qui est sûrement très sympathique quand on en bénéficie. Mais en France, c'était un peu, en tout cas jusqu'à avant-hier, Platini intouchable. Et quand on a commencé à s'attaquer à lui, enfin quand cette affaire est tombée, tout le monde s'est précipité en disant mais c'est pas possible, c'est un saint, c'est extraordinaire. Manuel Valls, d'une rapidité plus vive que l'éclair, s'est précipité pour dire qu'il gardait sa confiance. Il avait invité voir le match de Barcelone. Donc. Non, mais avant même de savoir, enfin il y a une exagération dans la rapidité. Ce qui est sûr, c'est qu'il est plus soutenu en France, probablement, que dans les autres pays, même que dans les autres pays européens. Par l'Angleterre ou par l'Allemagne. Il est un peu lâché par l'Allemagne, par la fédération allemande notamment. C'est vrai que c'est le président de l'UEFA en titre. Après, je ne suis pas en tout cas au courant du dessous des choses, mais c'est vrai que c'est à l'évidence un peu dommage pour la France, que c'était un candidat c'était bien qu'un Français accède à ces hautes fonctions, etc. Et là, ça passe. C'est pas fini encore. Mais pour le pays, c'est probablement dommage. Il fait appel en plus. Il a fait appel, mais c'est pas suspensif. Donc, ce qui veut dire qu'il continue à être suspendu. Et la Commission peut prolonger de 45 jours encore les fameux 90 jours, mais pour autant, on arrivera quand même avant le 26 février, parce que la date de nomination du futur président, c'est le 26 février. Donc, quand bien même il prolonge de 45 jours, il pourrait quand même se présenter, mais je trouve que c'est un petit peu plombé. Ça dépend si on en sait un peu plus sur les raisons pour lesquelles il est suspendu. Parce qu'il est peut-être blanc comme neige dans cette affaire. Non, on peut supposer, mais on peut supposer aussi que c'est une boule puante envoyée par Blatter en représailles de la candidature de Platini contre lui. Il est probablement blanc comme neige, mais il y a quand même une maladresse qui va l'entacher, parce que l'argent existe. Donc prendre de l'argent comme ça, recevoir de l'argent d'une façon aussi désinvolte et curieuse, c'est vrai que ça ne donne pas du personnage une image de rectitude ou de capacité à gérer un truc aussi énorme que la Fédération internationale de foot. Voilà. De toute façon, il y aura des dommages collatéraux. Dans les petits sujets, pour continuer, non, vous deviez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être juste un petit point, c'est que la commission électorale qui va valider les candidatures le fait après avis de la commission d'éthique qui vient de le suspendre. Oui. Donc c'est un peu... voilà. Mais après, il y a le tribunal arbitral. Enfin, il y a aussi d'autres recours possibles. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Dans les petits sujets, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage. Les Français ont le sentiment que leur pouvoir d'achat baisse. Et vous ? Et juste un micro-trottoir. C'est un micro-trottoir. C'était avant un micro-trottoir. Oui, non, c'est-à-dire que c'est toujours le vécu et la réalité qui sont toujours difficiles à faire coïncider. C'est comme l'insécurité, par rapport à la notion d'ordre public. Vous savez, est-ce que vivons-nous en sentiment d'insécurité ? Pas une personne qui vous dira non, je me sens parfaitement en sécurité, etc. Alors, baisse du pouvoir d'achat, tout le monde a l'impression que. Je ne sais pas si c'est une réalité objective, en revanche. Et puis ça dépend des catégories socio-professionnelles, des catégories sociales. Des situations personnelles. Des situations personnelles, mais je crois savoir que sur une moyenne qui doit s'échelonner à horizon, je crois, à moins de 10 ou 15 ans, je crois que plutôt le pouvoir d'achat augmente. Mais c'est vrai que ça ne se voit pas beaucoup, parce qu'il y a tellement de redistribution que les écarts sont très faibles. En fait, quand ça augmente pas beaucoup, et quand ça baisse, ça a baissé en 2013, mais de 0,1, ça peut monter de très peu. Donc on peut avoir aussi l'impression d'une stagnation qui donne peut-être le sentiment de baisse. En fait. Absolument, oui. Vous savez qu'il y a à peu près aux environs de 50% du PIB qui est redistribué. Et que d'autre part, les écarts... C'est ça, oui, il y a une redistribution énorme. Absolument, et que les écarts avant redistribution, notamment fiscale, sont de 1 à 8, et après redistribution sont environ de 1 à 3. Donc il y a effectivement un effet redistributif dans notre société, c'est un choix de société, qui est assez fort. Oui, ça c'est vrai. Un mot là-dessus, non ? Ce qu'il y a, c'est que c'est sûrement aussi parce qu'on est tous entourés, on connaît tous forcément, hélas,
une ou deux personnes au chômage. Donc je pense que le sentiment de baisse de pouvoir d'achat, etc., elle est aussi liée à ça. C'est-à-dire que il suffit de croiser sentiment d'insécurité sociale. Il suffit de croiser ou de connaître quelqu'un dont les revenus ont été divisés par 2 ou dont les revenus ont quasiment disparu. C'est sûr que même si à titre personnel on n'a pas une baisse de revenus, on s'imagine et on se retrouve plongé dans un univers où là on ressent une baisse du pouvoir d'achat. Je pense que c'est ça aussi. S'il y avait moins de 5 millions de chômeurs, je pense que le sentiment serait encore plus... Oui, puis il y a le fait ce qui arrive aux autres fait peur aux gens. À partir du moment où on est obligé de compter, bien sûr qu'on va sentir le poids du prix des choses. Mais quand on est dispensé de ça, on s'en rend moins compte. Donc ça revient à ce que tu dis. Voilà. Mais c'est une évidence. Quoi. Laurent, pardon, c'est une question tout à fait annexe, mais avoir une librairie aujourd'hui, c'est compliqué ? C'est très compliqué, mais voilà, je pense que c'est plus la passion qui mène le débat qu'autre chose. Quoi. Parce Là, c'est une grande librairie. C'est une grosse librairie, c'est une grosse structure. On est 14 libraires. 14, oui. Donc il y a un peu de monde. Mais voilà, économiquement, c'est pas le métier le plus rentable qui soit en centre-ville. Mais malgré ça, je pense que le fait qu'on apporte un plus aux gens, enfin que ce soit un bien culturel, fait quand même que ça fait bouger les gens. Enfin, ça fait bouger les libraires et ça, voilà. La rémunération n'est pas au niveau de ce qu'on souhaiterait, bien sûr, mais voilà, ça reste indispensable. Ça reste indispensable, mais c'est vrai que c'est très compliqué à faire vivre. Et je pense que de toute façon, les petites librairies n'ont plus vocation, malheureusement, à pouvoir rester en centre-ville du fait des loyers ou ce genre de choses. Les petites structures, en fait, ont vocation à... Pardon, alors, c'est un peu en dehors de l'émission, mais on voit que les grosses structures comme la FNAC ont des difficultés énormes aussi. Et ça, c'est des très très grosses structures. Des très grosses structures, non, mais je veux dire, qui étaient les concurrents. Qui étaient les concurrents classiques de la librairie. Maintenant, la concurrence, elle vient quoi, d'Internet La concurrence vient d'Internet, alors aussi un peu des supermarchés. Enfin, ça vient, voilà. Mais les très grosses structures se sont peut-être aussi perdues dans la diversification. Quoi. Ouais. Ils ont tellement ouvert l'offre qu'ils pouvaient mettre en place dans leurs magasins qu'ils se sont peut-être un peu perdus là-dedans. Mais aujourd'hui, en tout cas, la librairie indépendante de centre-ville fonctionne bien. Donc c'est un commerce qui, en France, ça tourne bien. La librairie indépendante. Même s'il y a probablement une perte de pouvoir d'achat par rapport à il y a quelques années. Mais... Oui, c'est sûr. Mais voilà. Mais ça fonctionne. Alors, j'ai un cadeau pour vous, puisque un cadeau de bienvenue, c'est quelque chose dont on a le secret ici, c'est le micro-trottoir. On adore. Et donc, on va parler de l'actualité sociale, de ce qui se passe à Air France. Vous en avez vécu quand même, des micro-trottoirs. J'ai pas eu ce cadeau-là. Mais je vais profiter de ça. Vous étiez là. Non, vous l'avez présenté comme un cadeau personnel, mais... Voilà, c'est pour ça. Et alors là, c'est un cadeau pour le regard. Donc c'est un micro-trottoir sur le climat social. Puis après, on va parler d'Air France, notamment. Les gens sont moroses, etc. On ne sait pas trop où on va au niveau climat social, que ce soit toute entreprise confondue finalement. La vie est dure, c'est la crise en ce moment. Hein. Question gouvernement, ils font ce qu'ils peuvent, mais enfin ils font pas tout. Hein. Avec tout ce qui se passe, les migrants, Nadine Morano, etc., tout ça, je trouve que c'est déplorable. Il faut que la France les Français se remettent en cause aussi. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire. C'est particulièrement détestable et faut rester optimiste et espérer que ça ira mieux. Voilà, il faut espérer que ça ira mieux, ce qui est une conclusion philosophique dont on avait besoin. On va parler de Air France, de la situation Air France. Alors évidemment, tout le monde a été happé par ces images de ce DRH qui saute les grilles, qui garde quand même précieusement et son iPad et sa cravate. Il a perdu la chemise, mais il a quand même l'iPad et la cravate. Tout le monde alors a dit évidemment violence intolérable, mais voilà, on peut toujours poser la question, où est-ce qu'est la vraie violence? Est-ce que c'est la violence des syndicats, la violence qu'on a vue comme ça contre ces deux RH? Est-ce que c'est la violence de la direction ou du dialogue social qui dit ou vous acceptez nos mesures ou on licencie 3000 personnes? Où est la vraie violence? Moi, je trouve que rien ne peut excuser... Il y en a peut-être partout, d'ailleurs. Oui, mais rien ne peut excuser en France, en 2015, qu'on s'en prenne physiquement à deux DRH, quelles que soient les qualités ou les défauts de ces deux DRH. Voilà, c'est une horde de gens surexcités. Enfin, je veux dire, ça donne une image absolument catastrophique et du syndicalisme et
et des employés, des ouvriers. Enfin, c'est assez lamentable. Après, bien évidemment, je ne veux pas défendre cette agression que je trouve monstrueuse, mais on peut aussi se dire légitimement que pour qu'on en arrive, pour que les syndicalistes et pour que les types arrivent à s'en prendre comme ça, avec cette violence à ces deux DRH, c'est que les annonces ont peut-être été faites avec une certaine brutalité, peut-être un peu de mépris, peut-être. Voilà, il y a jamais de fumée sans feu. La phrase est vraiment idiote, mais je pense que voilà, ça n'arrive pas tout le temps, et heureusement. Et si ça arrive, c'est qu'à un moment, il y a des choses qui ont dû fonctionner très très mal. Pardon, non. Ouais, non, c'est plus le symbole qu'ils ont attaqué. Je pense pas que ce soit les personnes à proprement parler. Après. Voilà, ça reste, ils étaient représentants de l'entreprise et en face d'eux, ils avaient des gens qui étaient peut-être pas non plus représentatifs de tous les syndicats et qui représentaient peut-être finalement qu'eux-mêmes. Voilà, c'est faux. Ils ont identifié les 20 personnes en question. Et au niveau de l'enquête, ils sont en train de remonter sur le fait que c'était prémédité. Parce qu'ils ont, avant d'attaquer, ils ont arraché les caméras, enfin ils ont fait un certain nombre de choses. Donc c'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose de prémédité. Je pense qu'on est dans une action qui est un trouble public pour faire de la com. Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention, parce que moi je pense qu'on peut pas de la très bonne com pour ceux qui ont. Bah oui, non. Après, je suis parfaitement d'accord, mais ils sont peut-être trompés, puisque là ils ont à peu près tout le monde contre eux sur ce type d'exaction. Mais moi je pense que dire, est-ce qu'on peut comparer ces deux violences, je suis pas du tout d'accord. Enfin, la question me choque. Parce que vous avez le droit. Oui, voilà. Ça me choque parce que cette violence physique qui est absolument scandaleuse et qui est unique, parce que quand on voyait par exemple Goodyear, tout ce qui s'est passé sur le terrain de Goodyear, il y a eu des attaques, ils ont brûlé des voitures, ils ont brûlé des pneus, ils se sont pris aux forces de l'ordre, mais jamais ils se sont attaqués, dans le cadre en plus d'une réunion d'un CCE, enfin ils se sont jamais attaqués à la direction en tant que telle, qui est juste là pour en train d'essayer de négocier. Et on ne peut absolument pas légitimer par le fait qu'on licencie 2900 personnes. Enfin, on licencie. Il y a un plan de restructuration qui fait que peut-être 2900 personnes seront affectées, peut légitimer de telles actions aussi violentes. Et voilà, non, moi je suis extrêmement. Est-ce que c'était pas extrêmement violent aussi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand le dialogue social se limite à mais on est en démarrage de dialogue social. Vous acceptez le plan où c'est 2900 licenciements. Enfin, c'est comme ça qu'on le présente. C'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Je sais pas, mais c'était peut-être une façon de présenter qui est peut-être pas très. Non, mais demain, on peut couper la tête du DRH et le mettre au bout d'une pique, on dit bah oui, je veux dire, c'est un type face à 2900. Moi, je suis tout à fait de l'avis de Florence. Cette violence. Et quelles que soient, encore une fois, les maladresses possibles et probables de la direction et des syndicats pour arriver à ne plus pouvoir parler, on ne peut pas accepter l'idée qu'on s'en prenne. Les images, en plus, sont extrêmement humiliantes. C'est-à-dire que quand on voit ce type à moitié nu qui escalade la grille, aidé par les vigiles avec les polices, il y a une espèce de côté bête traqué. On sent que le type, si jamais il a probablement le truc de sa vie, c'est complètement débile. Mais c'est très exceptionnel comme événement. Parce que le dialogue social ne se passe pas comme ça en France. Il y a une autre chose exceptionnelle, c'est l'arbre qui cache le désert. C'est que Jean-Charles Lajoigny est sur la ligne de Manuel Valls et de François Hollande. Ah oui, ça c'est vrai. C'est ce qu'il faut remarquer. Félicité. Ils se sont sentis quand même méprisés totalement. Il y a cette femme-là dont la vidéo passe partout, qui explique à plusieurs reprises, qui a essayé d'attirer l'attention des directeurs qui ne réagissaient absolument pas, qui a expliqué qu'ils ne se sentaient pas écoutés du tout. Rien ne justifie cette violence, mais ce sont des gens qui finalement étaient désespérés, quoi, et qui avaient besoin d'être entendus. Et de cette façon-là, maintenant, on en parle partout. Donc on espère qu'on va pouvoir les entendre. On n'en parle pas dans leur sens. Bien entendu, mais je pense qu'ils étaient prêts à tout. Il y a d'autres actions. Ça ne se justifie pas, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là de cette femme-là. Elle s'adresse à eux à plusieurs reprises et les dirigeants ne réagissent pas. Oui, mais enfin bon, on ne réagisse pas. Le dialogue social, ça ne se passe pas à la télé, ça se passe dans une salle de réunion, dans des discussions avec des syndicats. Oui, parce que c'est peut-être un autre problème qu'on abordera après, c'est que la direction d'Air France n'aurait pas dû agir depuis un peu plus longtemps, mais sur ce dialogue, cette absence de dialogue, Stéphane Monzon.
Je crois savoir qu'Air France n'est pas la grande entreprise la plus réputée pour la qualité du dialogue social qu'elle conduit. C'est ça, qui font des procès depuis des années et des années. On en appelle à chaque fois, vous l'aurez remarqué, à l'État qui, alors on le dit assez, n'est actionnaire qu'à hauteur de 17%, tout en parfois critiquant son action. Ça montre qu'on a grand-peine à se défaire justement de la tutelle étatique. Et puis d'autre part, moi je crois que je pense en effet que la violence sociale et la violence physique, la violence sociale que représentent ces plans de licenciement massifs, etc., et la violence physique ne peuvent pas être mises sur un même plan. Ce sont deux registres d'expression, si j'ose dire, différents. Et puis enfin, j'ai lu, je ne sais plus quand, dans la grande presse que je ne sais pas si c'est Mélenchon lui-même ou quelqu'un de proche de lui qui comparait ce mouvement de foule au tableau de Delacroix, vous savez, la liberté dans le peuple, au sujet de la Révolution de 1830. Oui. Une foule, c'est pas le peuple. Il ne faut pas faire cette confusion. Là, il s'agissait d'une foule en rage, alors avec, c'est vrai, des actions préméditées, mais c'est pas le peuple qui s'exprime là. Il ne faut pas mélanger les choses. Est-ce que, justement, on arrive... Alors, il y a évidemment la situation d'Air France, parce qu'il y a beaucoup de compagnies, au fond, qui ont disparu. Swissair, il y en a d'autres, Paname, il y a des compagnies qui ont disparu. Air France, on ne sait pas si elle est condamnée ou pas, mais on a l'impression que les bonnes décisions n'ont pas été prises au bon moment, qu'on a repoussé, et qu'on arrive à des décisions un peu extrêmes. Oui, déjà en 1994, il y avait eu déjà des plans de réorganisation, puis ils ont fait marche arrière. Mais le problème chez Air France, je pense, c'est qu'on a un syndicat qui est le CNPL, qui est majoritaire, qui peut signer pour la totalité des salariés d'Air France, et pas que pour les pilotes de ligne, parce que c'est le syndicat des pilotes de ligne, qui est un syndicat complètement autonome, un peu comme le syndicat des journalistes d'ailleurs, qui n'est pas affilié ni à la CGT, ni à la CFDT, etc., et qui peut bloquer un peu tout le système. Et le gros problème d'Air France, c'est le mode de rémunération des pilotes. C'est-à-dire que les pilotes chez KLM ou autres, ils sont payés avec un salaire forfaitaire mensuel. Pour les pilotes d'Air France, 50% de leur rémunération est basée sur les heures de vol. Donc, en période creuse, ils ont moins de rémunération. En période haute, ils ont une rémunération qui flambe. Donc, ça fait des charges très importantes. Et il y a un problème de discussion. Et la discussion qui bloque avec les pilotes, c'est aussi sur la façon dont on reconsidère les conditions de travail et les conditions de rémunération. Et donc, c'est ça qui fait que qui bloque. Et donc, du coup, on rebascule sur un plan de réorganisation beaucoup plus général, puisqu'ils ont claqué la porte la semaine dernière. Oui, donc, en gros, un pilote, c'est Air France coûte 20% plus cher que chez la concurrence. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Ce qui est compliqué aussi pour Air France, c'est que les compagnies low cost sont de moins en moins chères et le service est de pire en pire, il faut le reconnaître. Enfin, bon, c'est un autre débat. Sur Air France, vous voulez dire ? Non, sur les compagnies low cost. Oui, enfin, bon. Et parallèlement, pendant que... ils attirent beaucoup de oui, mais après, c'est assez lamentable. Le chiffre d'affaires de Ryanair est le même que celui d'Air France. Donc voilà, mais enfin, le PDG de Ryanair, là, il est en train de proposer à ses pilotes de s'inscrire comme auto-entrepreneurs en Irlande pour les payer en facture. Bon, je veux dire, c'est difficile pour Air France de lutter contre ça. Et de l'autre côté de la balance, il y a les compagnies du Golfe qui sous-payent, elles, carrément tout le monde, qui n'ont pas du tout les mêmes charges, etc., qui n'ont pas les mêmes droits d'aéroport. Enfin, donc Air France joue avec les dés pipés. Donc, il y a même eu une négociation qui a permis aux compagnies du Golfe de venir plus contre la vente des Rafales. On leur ouvre des lignes. Enfin, donc c'est très difficile. Alors après, peut-être qu'Air France, ça pourrait être mieux. Ça pourrait Maintenant, l'arrivée des low cost, on a l'impression que les directions, pas la direction actuelle, mais les directions successives d'Air France ont un peu attendu d'être confrontées, d'être au pied du mur, si je peux dire, pour prendre des mesures, alors qu'on pouvait penser que le commerce du voyage aérien allait changer quand même considérablement. On pouvait aussi faire une réflexion intelligente aussi à un moment, de se dire, mis à part les gens qui n'ont vraiment pas un rond, les étudiants, etc., il y a peut-être des gens qui ne seront pas tentés par le fait de voyager dans des avions où l'hôtesse de l'air fait la femme de ménage, nettoie les toilettes, époussette le réacteur, avec un pilote qui travaille 3 fois plus que les autres, avec la totalité du truc payant. Enfin, je veux dire, c'était des conditions. Je reconnais, moi, à la place du PDG d'Air France, je me serais planté pareil. J'aurais dit, mais non, les Français ne sont pas suffisamment sots pour se lancer là-dedans, de cette espèce de course vers de fausse gratuité, vers le voyage merdique, vers les conditions terribles. On pouvait imaginer qu'il y avait une sorte peut-être
plutôt d'avions qui volent qu'aujourd'hui. Hein. Non, mais il y a une démocratisation. C'est des conditions terribles. Enfin, je veux dire, c'est une société qui ne fait pas rêver. On voit que l'ouverture du ciel à la concurrence, qu'on a connue au cours de ces dernières décennies, elle est, vous le disiez, un peu pipée, parce que il y a quand même encore des enjeux de souveraineté. Les États n'abandonnent pas comme ça au marché leurs compagnies aériennes respectives. Et on voit que même il y a une espèce d'effet de loupe. Qu'est-ce que c'est qu'un actionnaire à 17%? Ça n'est rien, mais ça n'est pas n'importe lequel, c'est l'État. Donc on continue encore à en appeler à sa médiation, mais l'État a encore son mot à dire, y compris dans le fonctionnement de l'établissement aéroport de Paris. Enfin, on voit qu'il y a aussi ce que la compagnie paye à l'aéroport de Paris. Exactement, mais qui revient à l'État lui-même aussi. Donc c'est un marché, mais ouvert à la concurrence, mais on voit que c'est tout de même une espèce d'entre-deux assez délicat à saisir, quand même. Non. Pour en revenir, Pardon. Pour en revenir à ce que vous disiez, moi j'ai pris ces avions qui coûtent pas cher du tout et effectivement dans lesquels tout est payant, la nourriture, etc. Mais j'avais peut-être pas les moyens de me permettre de prendre un billet. Non, mais c'est vraiment ça, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne à ce moment-là. Vous ne prenez pas ce que je dis. Je trouve tout à fait normal quand on n'a pas d'argent qu'on essaye de payer le moins cher possible. Oui. Ce que je trouve scandaleux, c'est quand on a de l'argent de voyager sur ces compagnies. Comme je trouve scandaleux, c'est histoire de dépenser moins. Chacun a sa façon de fonctionner. C'est un type de fonctionnement qui est différent, certes. Quand on gagne 10 000 euros par mois et qu'on voit des gens qui gagnent 10 000 euros par mois qui voyagent sur Ryanair ou sur EasyJet, je trouve que c'est un scandale absolu. Mais c'est un scandale. C'est un scandale social, c'est un scandale intellectuel, parce qu'ils sont en train de tuer l'économie. Moralisation de la consommation. Mais oui, ils sont en train de tuer tout le monde. C'est comme s'ils se tapaient l'hôtesse gratuitement. Mais oui, mais c'est exactement ça. Oui, mais sauf qu'il n'y en a plus. C'est vraiment les low cost. Je prends mon billet d'avion et je nique tout le monde. Dire c'est voyager citoyen si on en a les moyens, quoi. Exactement. D'accord. Toujours. Alors donc il ne faut pas voyager sur les low cost. Non. Mais quand on a de l'argent, non, bien sûr que non. Je vais ajouter cette taxe aussi écologique qui a été imposée par Chirac. Il n'y a que la France qui s'en impose. Il est peut-être un peu temps d'en discuter et qu'il n'y ait plus que la France uniquement qui soit redevable de cette taxe, quoi. Et voilà. Donc, qui devait sauver à peu près le monde entier. Oui, presque. Mais voilà, ce serait peut-être un moment de lancer ce débat-là et d'ouvrir un peu sur d'autres pays que la France, quoi. Alors, ça pose quand même la question du dialogue social en France. On a l'impression que ce dialogue social est pipé, qu'il est difficile, autant en Allemagne, on connaît la cogestion, la force des syndicats, les négociations à l'intérieur des branches et des entreprises, autant en France, ça a l'air très compliqué, Florence Mercadet. C'est compliqué. Est-ce que ça existe? Qu'il existe le dialogue social? Bien sûr que ça existe. Dans les TPE, le dialogue social, il est là tous les jours. Tous les jours, quand on a 7, 8 ou 2, 3 salariés, le dialogue social, il est là tous les jours. Je ne sais pas si vous, Laurent, vous faites du dialogue social dans votre librairie tous les jours. Et dans les grandes entreprises, il y a du dialogue social. Et ça se passe, c'est plus compliqué parce qu'il y a des lourdeurs et on attend les décrets d'application de la loi Rebsamen qui va essayer d'alléger un peu toutes ces couches d'obligations, de négociations, d'accords. Il y a 17. Aujourd'hui, les DRH doivent mettre en place 17 négociations par an avec les partenaires sociaux. Donc 17, c'est énorme. Donc ils essayent de regrouper un peu. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais si on essaye d'assainir un peu, de simplifier, de fluidifier, je pense que ça se passe plutôt pas si mal que ça. Mais on a quand même une sorte de faiblesse endémique des syndicats et de radicalisation des syndicats quand même. Mais ils se radicalisent parce qu'ils sont faibles. Voilà. Peut-être. Je ne veux pas faire un raccourci, mais ils se radicalisent parce qu'ils sont faibles. Mais ça ne rend pas les choses plus simples. Ça ne rend pas les choses plus simples, mais il n'y a pas que les syndicats avec lesquels on négocie. On négocie avec les délégués du personnel, avec le comité d'entreprise, avec le comité d'hygiène et de sécurité, dans lequel il peut y avoir 0 syndicat. Moi, j'ai des tas de clients qui ont des entreprises, des ETI, de 700, 800 salariés. Des fois, il n'y a même pas de syndicat. Personne ne se syndique, il n'y a pas de syndicat, et on discute avec les partenaires sociaux naturels qui sont les élus du CE ou les délégués du personnel, et on arrive à faire des accords, et il y a des possibilités de faire des accords. Maintenant, la loi est beaucoup plus souple, et la loi Rebsamen va assouplir encore les choses. Donc, moi, je ne suis pas négative comme ça. Oui, négative sur les relations peut-être avec les syndicats, qui se radicalisent parce qu'ils sont faibles et il faudrait qu'ils se remettent en question, et puis parce qu'ils vieillissent. Enfin, moi, les syndicats que je crois, c'est ceux que j'ai dans mes dossiers qui accompagnent les salariés dans des contentieux prud'homaux.
sont des gens, j'ai encore croisé un, il a 80 ans, il va me dire, je vais peut-être m'arrêter, mais peut-être temps, mais ils n'arrivent pas à recruter des jeunes parce que les jeunes ne sont pas motivés, n'ont pas envie d'y aller. Oui, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse de recrutement. Mais qui est mais qui est inquiétant quoi pour faire eux. Alors, est-ce que faire de la spécial dédicace professionnalisation. à Jean-Luc Badet, il faut dire, comme Nicolas Sarkozy, il faut en finir avec les corps intermédiaires? Non. Ah non, il ne faut pas en finir. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se professionnalisent. Il faut. Et comment faire? Oui, mais là, ils représentent rien, ou peu, très peu, en tout cas dans le privé, pratiquement rien. Oui. Et on voit bien. Quand il y a eu un vote, par exemple, chez Sephora, où on demandait, voilà, est-ce que vous voulez travailler le dimanche? 96% des salariés. Le soir. C'est le soir. Le soir, pardon. Le soir. 96% disent oui, si les syndicats auraient dit non. Ah bah oui, ou On voit bien qu'ils sont, 140 salariés, non seulement il y en a ils ne 126 représentent pas l'opinion. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quand même compliqué. N'idéalisons pas le syndicalisme de participation Direct, et réformiste de l'Allemagne. Parce que, souvenons-nous, dans l'histoire des 30 ou 40 dernières années, regardez la surpuissance d'un syndicat comme IG Metall, syndicat des industries, qui est à plusieurs reprises parvenu à faire plier les gouvernements. Souvenons-nous, il y a quelques mois, de la grève des pilotes à la Lufthansa. Ce ne sont pas des tendres. C'est pas des tendres, non, mais ils ont du pouvoir. Alors, ils ont un énorme pouvoir, mais qui conduit parfois au conflit, qui ne règle pas toujours par le dialogue. Bien sûr, non, vous avez raison. Mais ils sont très forts. Enfin, ils représentent vraiment leurs salariés. Ne serait-ce que parce que je crois que pour avoir bénéficié des accords, il faut être syndiqué. Exactement. Et puis vous avez une culture post-45 assez particulière en Allemagne, et on observe exactement le même phénomène pour les partis politiques. Vous n'avez jamais eu en France de partis politiques de masse, de vrais partis politiques de masse, alors à l'exception peut-être du gaullisme à un certain moment, alors qu'en Allemagne, un parti comme le SPD, par exemple, pour prendre l'un des plus anciens, a toujours été un très grand parti avec plusieurs centaines de milliers, voire millions d'adhérents. Oui, ils ont une culture du parti de masse, effectivement. Ils l'ont eu parfois, ça a mal tourné. Oui. Florence, vous voulez rajouter ? Oui, non, je voulais juste dire aussi que les délégués syndicaux sont beaucoup encore dans la lutte des classes, alors que les salariés ne sont plus, je pense, dans les entreprises, dans la lutte des classes. Et on peut peut-être recroiser par rapport au sondage dont vous vouliez parler, je crois, Patrice, sur le fait que les Français sont favorables à la réforme et à la libéralisation. Donc on a des gens qui parlent d'économie, parce qu'on parle d'économie depuis 2 ans, on parle beaucoup d'économie, donc les gens commencent à intégrer l'économie, ils avancent et ils vont vers de la libéralisation, alors qu'on a des syndicats qui sont encore beaucoup dans la lutte des classes, et il y a un décrochage de compréhension, je pense, entre eux. Et c'est pour ça que quand Sarkozy dit les corps intermédiaires sont en crise, il ne peut pas lui donner quand même tout à fait tort. Ah non. D'accord. Laurent, non, là-dessus. Dans mon ancienne vie d'industriel à la RATP, forcément, là, il y avait il y a du syndicat, là. Là, il y avait du syndicat très fort et très présent. Et c'est sûr qu'ils restent encore dans la lutte des classes, clairement. C'est encore ce modèle-là qu'ils ont. Ils sont assez forts encore dans le service public. Oui, ils sont encore très très forts. Mais les compromis ne font pas partie, en fait, de leur schéma de réponse. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour faire avancer les choses. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est l'éclairage que là on a donné au syndicalisme. On l'a pas donné sur la violence qu'il y a eu avec les taxis. Il y a eu une vraie violence aussi. Tandis que là, les syndicalistes ont fait la une du Wall Street Journal. Je pense pas que les taxis parisiens ont fait la une d'un journal anglais ou américain. Je suis pas sûr. Mais ça n'a pas été très bon pour l'image de Paris. Non. Oui, mais ils ont une culture, les taxis, de la brutalité et de la bêtise qui est assez. Dans le conflit, ils sont. Mais c'était entre eux. C'était entre eux. Mais ce que je veux dire, c'est les médias, c'est entre eux, hein. On peut dire. Oui, non, mais par rapport à Air France, c'est pas entre eux là. C'est contre la direction. Oui, mais en tout cas, moi, c'est ça. De ma vision que j'ai eue, c'était ce traitement-là par les médias qui était un peu étonnant. Oui, mais c'est vrai que le dialogue social, pour prolonger ce que vous dites, c'est que dès lors qu'on est dans la lutte des classes et qu'on n'est pas dans la culture du compromis, il y a des fois des problèmes effectivement de blocage du dialogue social s'il y en a qu'un seul qui fait un pas et pas l'autre. Parlons du dialogue social ici, Patrice. C'est vrai qu'il faut. Il n'y en a pas. On demande depuis des jours et des jours des améliorations des conditions de travail que nous n'obtenons pas. Peut-être allez-vous sortir avec votre veste en lambeaux à un moment ou à un autre. Ah bah oui, ça c'est possible. C'est possible. Mais je suis en conflit ouvert avec la direction. Donc. Nous soutenons.
Félicité, est-ce que je peux vous demander si la France est un pays de race blanche? Ça m'a intéressé quand j'ai entendu ça. Et j'ai posé la question à mes amis. Donc on va parler un peu de Nadine Morano et de l'affaire qui est passionnante et pas passionnante. Enfin, elle est intéressante sur le plan politique, elle était intéressante aussi sur le plan médiatique, à mon avis. Mais oui, quelle était votre réaction? Sur le coup, je me suis dit que c'est pas possible, elle faisait une erreur, quoi. Dire une chose aussi énorme, c'était vraiment absurde. J'étais complètement. Elle a cité De Gaulle. J'étais gobsmaquée. Et en pensant à tous ceux qui des dom-tom, je me suis dit, mais elle ne peut pas dire une chose aussi énorme. Pourtant, moi, je viens d'Afrique. Je suis pas. Enfin, mes parents sont d'Afrique. Je suis née au Cameroun, même si je suis française maintenant. Mais ça, je me suis dit, elle a oublié une frange de la population qui est française depuis des siècles. Et surtout, ce qui est quand même complètement fou, c'est que la notion de race est une notion purement intellectuelle, culturelle, parce que la race, je veux dire, notre ancêtre, c'est homosexuel. Oui, mais bon, non, mais attends, faut quand même. Oui, ce qu'elle voulait dire, c'était voilà. Oui, non, mais enfin, elle parlait, non, mais d'accord, non, mais elle. J'ai entendu Axel Kahn là-dessus, mais c'est un peu ridicule la réponse scientifique. Non, mais on s'en fout. Non, si, intellectuellement, moi, je pense qu'il faut quand même être rigoureux. Non, mais on sait tous que les humains ne font qu'une seule race d'humains. Elle parlait, je crois que c'était dans le cadre des problématiques des migrants, mais je suis désolée, mais les Syriens, ils ont la peau blanche. Elle l'oublie un petit peu, quoi. Les Irakiens, les Iraniens, les Libanais, voilà. Je ne veux pas me faire le défenseur de Nadine Morano, mais elle n'a pas dit que Vous avez soutenu Hollande tout à l'heure. Elle n'a pas dit que la France devait être un pays de race blanche. Elle a dit la France est un pays, et ça me paraît difficile de le nier. On peut regarder des photos du début du siècle dernier, les débuts de la photographie. On aura du mal à trouver des gens qui ne sont pas blancs en France. Ça ne me paraît pas être une aberration. C'est quoi l'intérêt? Mais c'est pas une question d'intérêt ou pas, c'est une question de réalité. De dire qu'il y a 150 ans, la France était plutôt un pays blanc. Et d'origine judéo-chrétienne. Voilà, ne me paraît pas ni être une injure pour les gens qui n'ont pas la peau blanche, ni une énormité. Après, Là aussi, moi, je reviens là-dessus. Je dis que mes parents sont camerounais. Quand je suis née, enfin, avant que je naisse, mes parents étaient français. Ils étaient nés au Cameroun, et le Cameroun était un pays français. Donc même si on revient 100 ans en arrière, vous avez des territoires où il y avait des gens avec ma couleur qui étaient français. Mais personne ne nie ça, mais majoritairement, c'est pareil, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire non plus que la France serait un pays d'origine et d'habitude chrétienne, par exemple. On ne peut pas le dire non plus, parce que elle a osé le dire. Elle a parlé du judéo-christianisme. Alors que c'est indéniable. Je sais pas, on voit quand même plus de cathédrales que d'autres monuments de culte en France. C'est la France qui a été parmi celles qui ont refusé de mettre les racines judéo-chrétiennes dans la Constitution européenne. Oui, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que une minorité existe. Alors, on va me dire, il y avait des musulmans au XVIIIe siècle en France, donc on ne peut pas dire que la France aurait été... non, c'est pas parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas chrétiens que ça veut dire que la France n'est pas d'origine chrétienne. Elle aurait pu dire majoritairement dans ce cas-là. Mais elle ne s'est pas exprimée ainsi. Mais qu'après que Morano ne soit pas la personne la plus délicate qui soit, on est tous d'accord. Ah, c'est sûr. On est d'accord. Et l'interprétation qu'on en a fait, parce que j'ai entendu Sarkozy qui a dit, mais la France n'est pas une race, mais... Je pense qu'elle n'a pas dit ça. Sarkozy sur cette affaire. Laurent, vous avez été choqué? Bien sûr, j'ai été choqué. Enfin, moi, personnellement, oui, j'ai été choqué, bien sûr. Même si, culturellement, il y a des petites parties de la population, enfin tout le monde, on est un seul peuple, finalement, quoi. Peu importe que ce soit des minorités ou des majorités, voilà, on s'estime tous français. Et voilà, le principal, c'est de s'estimer français. Et après, peu importe d'où on vient et où on va, quoi. Maintenant, quand Christine Taubira parle de race créole, personne ne crie. Personne ne dit, en voilà une boulette. Non, c'est quand même le ministre de la Justice, elle a dit, oui, la race créole. Et elle est bien, la race créole. Très bien, en plus, il y a un jugement de valeur. Parce que ce que Morano n'a même pas dit. Mais Morano n'a pas dit, les blancs sont mieux. Non, mais alors que... Le ministre de la Justice se dit non, la race créole c'est mieux. C'est quelque chose qui est aussi littéraire, quoi. C'est quelque chose dont parlait aussi Marie Scondé, etc. La race scélérate, la race. Parce qu'il y a des moments où ça peut être mieux, c'est moins bien. Oui, après, il faut dire est-ce qu'on Elle a mélangé race et couleur. Créole, ça n'est pas une
couleur. C'est encore autre chose. Oui. Hein, c'est une culture, c'est tout autre chose. On peut le dire. Non, elle peut utiliser le je mot ne me race. permettrai pas de dire une chose pareille. On ne peut pas comparer les deux. Non, moi, je le compare. Moi, c'est pareil. Oui, peut-être oui, mais non. Stéphane, le fait de s'abriter derrière De Gaulle, ça m'a beaucoup amusé, ça. Mais... Oui, enfin, je sais pas, c'est un peu facile. Puis, alors, elle-même faisait reproche à Sarkozy d'avoir sorti les phrases du contexte, mais enfin, c'est ce qu'elle a fait aussi à l'égard elle-même de l'expression de De Gaulle. Il faut rappeler que c'était en 59. C'était en 59, et puis vous savez, on voit des évolutions très fortes. Le terme nègre ou négresse, par exemple, qu'on trouve dans des bouquins pour enfants des années jusque dans les années 1950-60. Aujourd'hui, il est devenu inacceptable parce que péjoratif, raciste, etc. Il y a la phrase de Jules Ferry, 1885, les races supérieures doivent s'imposer aux races inférieures. Voilà, même les plus grands esprits, dans le contexte de leur temps, ont proféré des choses qui sont estimées aujourd'hui comme étant inacceptables. Mais cette affaire de race blanche, moi, alors, ça m'a choqué, mais je me suis demandé pourquoi ça me choquait. Je me suis dit, ce qu'on perd de vue, y compris dans les débats que nous avons, et ça a été dit par Laurent à l'instant, c'est la conception, je pense que c'est l'un des auteurs qui a le mieux manifesté cette conception-là de la France, c'est Ernest Renan, qui, pour résumer les choses, disait être français, la citoyenneté française, c'est le souvenir d'une culture. Alors, le souvenir d'un antique cimetière, ça c'est Mitterrand qui avait dit cela en parlant justement d'Ernest Renan. Moi, je crois que c'est vraiment cela, dans l'esprit de 1789. Cette universalité qui veut que être français, c'est adhérer à une espèce de souvenir au sens historique et culturel du terme, et adhérer à un projet. Mais ça n'est que cela. Et adhérer, ça veut dire que c'est un choix. Ça veut dire que c'est un choix. Alors, le problème avec la race, je ne crois pas que le débat soit inintéressant. Il est problématique parce que on sait que scientifiquement les races n'existent pas, y compris dans l'ordre naturel, mais on sait dans le même temps, il suffit de lire l'article 1er de la Constitution française pour voir que le terme existe, et qu'il existe dans plusieurs dizaines de textes juridiques en matière pénale notamment. Le terme même de race, il est aussi paradoxalement un concept de combat contre le racisme et contre les discriminations. Il y avait eu des propositions de modifier, de réviser l'article 1 de la Constitution, qui prévoit donc l'égalité des individus, quelle que soit leur race, origine, etc. Ça n'a pas pu être possible techniquement, mais il faudrait en effet réfléchir à cela. Le terme de race est ambigu parce qu'il est infondé scientifiquement, mais juridiquement, il a une fonctionnalité qui oui, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Alors, il y a aussi une autre... Alors, non, sur le plan politique, vous vouliez ajouter quelque chose? Donc, après, il y a la réaction. Si, il y a pourquoi on la sanctionne quand même? Ça, c'est intéressant. Pourquoi tout d'un coup? Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent des conneries et que de temps en temps, il y en a qui passent au travers des mailles et de temps en temps, d'autres qu'on retient. Et elle fait partie de celles qu'on a prises dans le filet. Tout le monde ne veut pas se présenter en 2017. Non, mais est-ce que les victimes, je ne sais pas, d'un recentrage peut-être du Parti républicain? Peut-être qu'elle en a dit beaucoup. Il y a un effet de quantité quand même. Peut-être c'est la goutte de trop, oui. C'est avant tout victime d'être une femme et peut... Ah, c'est pas bête ça. Non, mais c'est une femme qui n'a pas fait l'ENA, qui s'exprime dans un français qui est plus proche de celui qu'utilise la majorité de nos concitoyens que celui qu'on utilise au Collège de France, ça c'est certain. Alors du coup, il y a un mépris très facile de toutes les élites pour dire oui, alors on la traite, et les charcutiers à pression, on la traite de charcutière, de poissonnière, enfin tout, on sort comme ça un espèce d'amalgame pour les gens qui sortent ces trucs-là, ça doit être une insulte d'être charcutier, j'imagine, puisqu'on la traite de vilaine charcutière. Et voilà. Et alors là, je n'ai pas entendu une seule femme, une seule association dire c'est un peu gonflé de traiter cette femme avec autant de mépris, quoi qu'elle dise. Non, là, on s'en fout. En gros, pour l'instant, Nadine Morano, c'est un être sur lequel on peut s'essuyer les pieds, on peut lui vomir dessus, la traiter de tous les noms. Personne ne la défend. Parce que c'est peut-être un progrès de l'égalité entre les sexes, parce qu'on aurait pu dire on peut voir ça comme ça. Si une femme dit une connerie, voilà. On peut voir ça comme ça. Donc on peut. Et autant de conneries qu'un homme, c'est que l'égalité arrive. Non, mais il y a peut-être ça aussi, non? Il y a peut-être un recentrage, enfin, des républicains. Enfin, il y a non.
Non, vous ne croyez pas ça? Non. Recentrage, alors il faut avoir je sais pas, une loupe ou un microscope. Mais enfin, recentrage du côté de Juppé, évidemment, mais la ligne forte défendue par Sarkozy, je ne pense pas qu'elle soit franchement centriste. C'est un peu une grenade dégoupillée pour Sarkozy, Morano. Un personnage incontrôlable. Je pense qu'il se perd un peu de soucis. Très fidèle jusque-là, quand même. Oui, mais lui aussi a essayé quand même du temps de la perche. Ils sont quand même très ennuyés, je suppose, par cette affaire. Il y a une autre dimension qui est la dimension médiatique, c'est-à-dire que c'est rigolo parce que voilà, une femme qu'on connaissait un peu, mais je veux dire, jamais on a autant parlé d'elle. Elle n'a jamais été invitée aux 20h, elle est invitée aux 20h. On ne parle que d'elle, elle fait la une des journaux. Et il y a sans doute chez elle, et dans sa volonté de ne pas revenir en arrière, peut-être, je ne sais pas, une sorte d'effervescence comme ça, C'est son 18 juin à elle. Oui, c'est ça. Voilà, elle peut poser. Mais les médias prennent une responsabilité là-dessus. Les médias en font leur chou gras, mais je pense que c'est bien naturel. Mais enfin, souvenez-vous, il y avait eu le bouquin de Carlier sur Nadine Morano. Oui, absolument. Alors qu'il l'avait dans un premier temps couverte d'insultes. Elle l'avait invitée chez elle et dans son logement social de l'Est de la France, fille de camionneur, machin, et donc il en avait déduit que c'était une personne formidable. Carlier adore pleurer un peu. Il y a probablement des filles de camionneurs qui vivent dans des logements sociaux qui sont des personnes assez basses de plafond. Enfin, je regrette bien. Voilà, enfin, peu importe, c'est pas ce qui est important, que ce soit une femme ou qu'elle soit d'origine modeste et qu'elle s'exprime mal. Là n'est pas la question. Sarkozy n'a pas fait l'ENA, il n'est pas d'origine modeste et il n'est pas fils de camionneur, mais enfin, il dit aussi pas mal de bêtises, et puis il y en a tout autour de lui aussi. Mais je ne pense pas que ce paramètre-là entre vraiment en considération. Jean-Charles. Il ne devrait pas rentrer, mais c'est pour ça que tout le monde se jette sur cette pauvre femme. Pauvre femme. Ah, pauvre femme. Ah, ben voilà. Alors, Jean-Charles va peut-être écrire un ouvrage sur Nadine Morano, non? J'ai une grande nouvelle pour terminer. Répertorier tous les tweets sur elle, non? Mais dans un livre. Non, avec un dessin. Je pense qu'on en parle trop. Mais alors... On en parle trop, oui, c'est vrai que dès que vous dites une connerie, je veux dire, tout le monde vient à votre secours. Juste ajouter une chose, alors c'est un peu parallèle, mais on reproche sans arrêt aux hommes politiques d'avoir un discours complètement creux et sans intérêt. Et dès qu'un homme politique, alors là je reconnais que ça prête à polémique, etc., mais dès qu'un homme politique dit quelque chose, tout le monde lui tombe dessus. Donc plus ça va, il n'y a aucune possibilité pour un homme politique d'avoir un discours autre que creux. Mais non, c'est terminé. Il y a des limites quand même. Non mais, oui, mais c'est ça, parce que... Il faut savoir placer le curseur. Elle l'a placé un peu... Pas du bon côté. Tellement près que de toute façon, il n'y a pas de marge de manœuvre pour un homme politique. Et regardez tous les hommes politiques à droite comme à gauche, ils ne disent rien. Les discours sont d'un creux, mais c'est absolument horrible. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas rien, parce qu'ils sont persuadés, ils savent très bien que de toute façon, ils vont se faire allumer par une partie ou par l'autre. Donc, ne nous étonnons pas que le discours politique soit une certaine parole qui s'est libérée, moi, mais... Une certaine parole décomplexée. Décomplexée. Oui, on peut être 3 ou 4 abrutis peut-être, mais en règle générale, les hommes politiques de premier plan, qu'ils soient de gauche ou de droite, ne disent absolument plus rien, ne véhiculent plus aucune... rien. Il y a peut-être mieux rien véhiculer. Ah bah oui, mais ça, après, c'est après, votre... ça dépend, oui, ça, comme dit Laurent, ça dépend où on place le curseur. C'est votre avis, mais après, qu'on ne s'étonne pas que les gens disent on ne vote pas, on s'en fout, ils n'ont rien à nous dire, ça ne changera rien. Bah oui, ils ont le même discours. En revanche, la une, alors que j'ai trouvée extrêmement choquante, c'est la une de Charlie Hebdo sur cette affaire que j'ai trouvée honteuse. Je sais pas si vous avez vu. Oui, avec la faute le dessin de général de Gaulle avec Nadine Morano dans les bras, en disant l'enfant trisomique caché du... C'est honteux. Qui a entraîné d'ailleurs la plainte d'une mère de famille de trisomie. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que François Bayrou était à Versailles. Yes. On va l'écouter. Galerie du jeu. On a parlé d'histoire, on a parlé de mon ami Henri IV, on a parlé de ce qui s'est passé avec les guerres de religion, on a parlé d'identité, on a parlé du château de Versailles, on a parlé de l'Europe et de la construction de l'Europe et de l'aventure de ceux qui avaient construit l'Europe. Voilà. Et donc c'est là qu'on voit que entre l'histoire et la politique, il n'y a pas de différence. La politique, c'est de l'histoire au présent. Et là, pour les régionales, est-ce que... Remarquez, une belle question, est-ce qu'il y a une différence entre l'histoire et la politique ? Vous avez 5 minutes pour répondre. On peut faire l'histoire.
Non, on va parler un peu des élections régionales, puisque là, pendant longtemps, ça a été très serré entre Valérie Pécresse et Claude Barthelone. Et puis là, des sondages qui semblent dire que finalement, Valérie Pécresse se détache. Il y a en plus une affaire qui risque pour emploi fictif, qui risque de gêner le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que c'est joué? Difficile à dire. Hein. Non, oui, ça paraît un peu cuit pour la gauche, mais après, on peut toujours assister à un retournement, un basculement, parce que c'est un peu aussi le défaut de tous ces sondages tellement triomphants pour un côté ou l'autre, c'est qu'après, il peut y avoir un effet. Oui, ça mobilise. Il y a une correction. C'est-à-dire que tous les gens qui ont envie de voter à gauche, ils lisent leur journal tous les matins, ils regardent le sondage, ils disent catastrophe, on n'avait pas l'intention d'y aller, on va peut-être y aller. Enfin voilà, ça peut se corriger quand même. Mais ça peut faire peur, ça peut. Mais est-ce que c'est une campagne qui intéresse quelqu'un? C'est ça qu'on a l'impression que, à part les gens qui se présentent. C'est ça la grosse difficulté dans ce genre d'élection, puis surtout que ça vient après les élections départementales qui n'ont pas non plus catastrophique pour la gauche. Mobilisé les foules. Ah oui, pour l'un des camps, oui, bien sûr. Mais les élections régionales, par tradition, c'est pas un scrutin très mobilisateur, alors que c'est le scrutin qui peut réserver en général presque les plus grandes surprises au regard de son caractère très favorable pour les petites listes, petits partis, etc. Alors des petits qui sont devenus grands, comme le Front National, par exemple. Mais on aurait tort de s'en désintéresser, parce que les conseils régionaux ont de plus en plus de compétences, ont de plus en plus de pouvoir. Sur le simple plan du jeu politique, il peut en effet y avoir des surprises et des événements totalement inattendus. Ça vous intéresse, les régionales? Moi, ça m'intéresse pour le Grand Paris. Savoir cette perspective-là de transport et d'offres de transport en commun, qu'est-ce qui va finalement en découler? Voilà, c'est là ce point-là, moi, qui me parle. Et la campagne vous intéresse? Est-ce qu'on parle de ça, justement, dans cette campagne électorale? Parce que on ne sait pas très bien de quoi parlent les candidats, en réalité. Non, on voit poindre, par contre, pas mal de bouquins de différents candidats. Donc voilà, c'est comme ça que nous on le vit. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ah oui, on voit arriver les livres les uns après les autres. On a vu d'ailleurs dans le Parisien les vrais chiffres de vente des livres politiques. C'était catastrophique. Enfin, non, le Fillon marche bien, visiblement. Le Juppé marche bien aussi. Le Juppé marche bien. Le De Villiers aussi. Voilà. De Villiers qui est pas, mais en livre politique, voilà. Mais Juppé marche bien. Ouais. Oui, après la surprise, c'est que Fillon fait quasiment 2 fois plus que Juppé. Est-ce que personne n'aurait parié un copec là-dessus? Parce que ils sont avec 16 000 de fonds et programmes. Et 8 500 pour Juppé, je crois. Donc. Ce qui est beaucoup pour des livres politiques, en tout cas. Quand on voit celui de Moscovici, qui est, je crois, annoncé à 462 exemplaires, ce qui fait que certains ont dit, voilà, on sait au moins combien il y a de membres au PS. Non, pas Moscovici. Cambadelis. Pardon. Voilà. Donc, Christine Boutin avait fait 18, je crois. Oui. 33. C'est là qu'on voit à la fois qu'il y a peu de gens qui les suivent, mais qu'il y a peu de gens dans leur parti, surtout. Parce que généralement, on est quand même obligé d'acheter le bouquin du... Oui, mais là, je parle sous le contrôle de Laurent. On méprise toujours un peu ces hommes politiques en disant que c'est ridicule. Christine Boutin a quand même plus de 33 amis. Mais je pense que les 33 amis de Christine Boutin... Par Christine Boutin, ils ont acheté des bouquins directement chez l'éditeur, ce qui n'est pas comptabilisé dans les chiffres. Donc il y a peut-être 600 personnes ou 2000 personnes qui ont acheté le bouquin de Christine Boutin, mais en passant, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça échappe aussi. Qui ont acheté le livre, en fait, qui l'ont payé. Après, il y a peut-être 2000 personnes à qui on leur a offert comme cadeau, mais voilà, quand ça passe pas par les libraires, c'est pas comptabilisé dans les chiffres. Et sans trahir de secret professionnel, qui achète par exemple le livre de Fillon? Il n'y a pas d'archétype. Non, vraiment. Les gens qui veulent s'informer. Non, enfin, sur Fillon. Si, Fillon ou Juppé, enfin. Alors plutôt de droite, si. Enfin, on arrive un peu à cibler, quoi. Et puis les gens qui lisent un peu à gauche aussi, mais voilà. Enfin, des fois, on est étonné par les gens, quoi. Voilà, qui lisent aussi du Zemmour et qui achètent d'autres bouquins à la fabrique, ou enfin, voilà. Des gens qui ont envie de voir d'autres choses, des fois. Donc, des fois, on est étonné, quoi. Mais en tout cas, le succès du livre de Fillon, alors,
en dehors de ce qu'on peut penser, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est vrai qu'il y a un effort programmatique dans son livre. Il y a un vrai effort. Oui, il y a un vrai effort pour le coup, et donc c'est plutôt rassurant. Je veux dire qu'après tous les gens du thatchérisme, enfin ouvertement, ça ne manque pas de culot, voire de courage. Hein, bien sûr, parce que en principe, ça fait 5% en France. Donc, on a l'impression que c'est le seul qui ait un programme, parce que tous les autres se disent, de toute façon, on n'a pas besoin de programme, puisque la seule idée, c'est d'arriver au deuxième tour, parce que même un âne sera élu face à Marine Le Pen. Alors que Fillon, comme il rame un peu dans les sondages, etc., il a vraiment besoin d'un programme, parce que lui, il ne peut pas pour l'instant rêver du deuxième tour. Donc, pour arriver en tête, il était forcé de mouiller la chemise et de réfléchir un peu, ce qui est plutôt bien. Vous avez vu ce que Jacques Attali a dit, enfin Jacques a dit, hein, comme on dit. Que ce sera un inconnu. Voilà. Oui. C'est pour ça que je vais me présenter. Merci à tous les 5. L'émission est terminée. On se retrouve très vite pour un prochain PAF.